Mercredi, le 23 février, bienvenue à En prenant votre café. Ce matin, je vais parler de... de génératrices, la vente de génératrices. Ben oui. Les accidents de chasse, hier, j'ai pas fini de vous en parler parce que je manquais de batterie. L'échangeur turco et le greenwashing. Stephen Harper, il va avoir son mot à dire. Les céréales et le popcorn, on va parler de ça. L'indice Big Mac, il y a beaucoup de choses ce matin. La Russie, l'écriture inclusive. Le poulet aux États-Unis. Ça, c'est super intéressant. Ben, toutes les autres aussi. Celui-là m'interpelle un petit peu plus. Hey, j'ai un insolite. Et je vais faire le 2 minutes crypto. Où placer notre argent de façon sécure et surtout pour battre l'inflation. On passe ça. L'actualité vue par un entrepreneur. Ça bulle, parce que des fois j'ai des bulles, mais ça bulle. Essayer de faire un spectacle. Et qu'on ait un bon show ce matin, je ne sais pas si je vais réussir à faire un spectacle. Je marque tout le temps à partir de 6 heures, mais c'est à partir de 4 heures du matin maintenant. Faut que je change, l'ouverture. Bien, l'ouverture, j'ai décidé de vous présenter le sujet avant pour vous attirer, vous garder avec moi. Faut toujours essayer de s'améliorer. Faut que je batte Paul Arcand. J'ai combien d'années devant moi qui me restent? Il y avait Marie-France Bazot qui avait déjà dit ça, en venant faire la Morning Woman à Radio-Canada. Ça n'a pas duré longtemps. Je vais battre Paul Arcand! Non. Il y a des batailles, à un moment donné, il faut que tu sois réaliste. Il y avait un projet de crypto dans lequel j'étais qui est terminé maintenant. C'est pas un rug pool, ils ont arrêté, ils ont changé de nom. Et un rug pool, c'est se faire tirer sous le tapis, de se faire voler, tout simplement. Et eux autres, ils avaient dit, en route vers notre premier triomphe. J'ai dit, ça te tente-tu de commencer par au moins 5 millions? Il valait 1 million. Ben, c'est ça. À un moment donné, il faut que ça prenne des objectifs réalistes et c'est que ça prend du temps. Ça prend du temps si tu veux t'établir dans n'importe quoi. Tu sais, des fois, tu entends des entreprises, là, tu te dis, OK, ça fait 18 ans qu'elle existe. OK, elle vient de percer. Donc, ça prend du temps. Tout prend du temps, mais c'est un like à la fois. Je sais que vous allez faire un like maintenant. Bon. J'ai une chanson dans la tête. On commence avec ça. J'ai un amour qui ne veut pas mourir, et c'est ma raison d'aimer la vie. Depuis le jour où tu m'as souri, j'ai un amour qui ne veut pas mourir. Manquait d'air, mon diaphragme, j'étais seul quand je t'ai rencontré. Ben, René Martel, j'espère que tu étais seul. Sinon, c'est pas un amour, sinon tu te trompes. Il y en a un cocu. Puis tu m'as tendu la main, je t'ai suivi sur ton chemin. Je veux rire, je veux enfin vivre. Bon, ok, vous avez compris là, que j'ai pas de diaphragme pour cette chanson-là, mais j'ai un amour qui veut pas mourir. C'est ma façon. Depuis le jour où tu m'as souri, c'est toujours le fun, un premier flirt. Ben après ça, ce qui est encore plus le fun, c'est que ça dure. Marilyn et moi, ça fait presque 4 ans, là. Quand elle te sourit, elle te regarde, puis elle te sourit, tu fais comme, oh, elle me regarde. Moi, ce sourire-là, t'as moi. Tout à moi, ce sourire-là. Aux États-Unis, le nombre de génératrices est en vente. Le système électrique n'est pas tellement fiable là-bas. Et le nôtre, est-tu fiable ici? Ouais. En campagne, non. C'est drôle, on a deux. Je comprends pas pourquoi en campagne, l'électricité tombe tout le temps. Ou elle varie beaucoup. À un moment donné, là, quand j'ai commencé à construire le chalet,
tous mes ordis sautaient. J'étais obligé de mettre des power bars. Le courant était tellement instable que tous les ordinateurs sautaient. Trop de courant arrivait, paf, plus d'ordi. Je ris, mais tabarnak, c'est pas drôle. Hein? Il y a 10 ans, 0,57% des maisons aux États-Unis avaient une génératrice. Aujourd'hui, 5,75%. On peut bien chercher des génératrices. Hein? Moi, j'ai toujours pas trouvé ma génératrice. C'est quelqu'un qui a essayé de me fourrer, fait que ça a refroidi mes ardeurs. Tu sais, c'est parce que je sais compter, moi. Hein? Regardez, hier, j'ai reçu la proposition de le racking de EMU à Québec. J'ai pas le goût de vérifier ailleurs. J'ai vu le prix, puis je me dis, OK, il me semble que ça a de l'allure. Est-ce que c'est cher? Il me semble que non. Mais je suis à l'aise avec le prix. Et moi, faire niaiser des vendeurs pour avoir un meilleur prix, c'est pas trop mon genre. J'aime ça faire affaire. J'aime ça que ça soit honnête. Et je suis capable de compter. Regardez le système de réfrigération, là. Hein? On a voulu m'offrir un système de génération à 400 000 $ pour l'usine. L'air climatisé pour 120 000 $. J'ai trouvé une alternative à 35 000 $. Hein? Pas un câble, là, je suis capable de compter à un moment donné. La génératrice, je leur ai une petite génératrice pour ma fournaise. J'ai dit au gars, c'est juste ça que je veux. Il est arrivé, on va t'en vendre une grosse, c'est ça, ça te prend. J'ai regardé mon compte de banque, puis j'ai dit, c'est pas ça que ça me prend. Pas ça que je veux. Hein? Fait que là, j'en ai pas pour le moment, parce que je suis pas obligé d'aller voir ailleurs. Tu sais, je suis capable de googler combien ça vaut une génératrice. Hein? Le racking, c'est la même affaire. Je suis capable je fais déjà mes propres recherches. Fait que voilà. Mais oui, ça a augmenté de 0,57 à 5,75. Quand même, hein? Hier, je vous ai parlé des accidents de chasse en France. C'est sérieux, là. Hein? Il y a près de 400 accidents de chasse par année. Non, 441 morts depuis 20 ans, 158 accidents de chasse. Donc, tu peux tirer des petits plombs. Oh, ouais, voyons, ça passe à côté de moi. Quand j'étais jeune, mon père avait un ami, et Marcon, hein? J'oublie son nom, à Namur, il y avait une pisciculture, et c'est un chic type, on allait là, bon, il avait bâti une maison en pierre. Et quand on était jeune, c'était impressionnant. Il y avait Nadine Marcon, qui était cute. Elle a un an plus jeune que moi. Je m'excuse, Nadine, si t'écoutes, mais je suis obligé de dire que tu as 53 ans. Ou 52, à peu près. Mais lui, son père, il avait eu un accident de chasse, justement. Il s'était fait tirer, il avait perdu un œil. Puis, il élevait des moutons. Il y avait un tracteur Ford. Nous, on avait un Ford 3000. Lui, il était riche. Il avait un Ford 4000. Après ça, il y a une pisciculture. Puis là, je sais pas si c'est rendu. Je sais pas s'il est encore en vie. Ben, il était plus vieux que mon père. Mon père a 80. Fait que, mais, oui. André Marcon, peut-être. Je me souviens pas de son nom, mais on aimait ça aller là. On allait veiller. Hein? Imagine-toi dans le temps, tu allais veiller avec tes 4 enfants. Là. C'était toute une veillée. Hein? Puis on arrivait dans cette maison-là, immense, en pierre des champs. Moi, ça m'a marqué à vie. Puis il était sympathique, M. Marcon. Mais c'est ça, c'était un accident de chasse qu'il avait eu. Hein? Et l'échangeur Turcot, parce que l'échangeur Turcot, il a le 3e lien à Québec. À 3e lien à Québec, il dit que c'était pour carboneutre. Dès que tu construis une route, là, carboneutre, on va arrêter. Les échangeurs Turcot, ils ont dit que c'était green parce qu'ils ont acheté des crédits de carbone. T'sais? Comment ça marche, là? C'est que tu pollues. Et là, tu dis, j'ai pollué, donc pour contrebalancer ma pollution, je vais acheter des crédits de carbone. Le Québec a fait ça. Et avec ces crédits de carbone, il a investi dans un barrage hydroélectrique en Inde. Ça paraît beau. Mais tu sais, le barrage hydroélectrique, là, tu sais, quand il faut que tu inondes une maison, une région complète, puis que tu coupes des arbres, un des arbres font des gaz à effet de serre, de la méthane. Il reste qu'il n'y a rien de green en tant que tel. Il faut arrêter. On appelle ça du greenwashing. Hein? On se fait croire qu'on est vert, on a planté des arbres, mais l'effet des arbres n'est pas avant 100 ans. Tu sais, en plus. Donc, tu sais, il faut arrêter. Il faut accepter là, qu'il y a un coût. Il y a un coût à avoir une autoroute, il y a un coût à avoir un 3e lien. Ça n'a pas rapport avec le greenwashing, avec la planète verte. Il faut arrêter. Là. Les crédits de carbone, pour moi, c'est une des choses les plus hypocrites, mais ça existe et je suis dans un projet crypto que je vais vous présenter éventuellement, que j'ai perdu beaucoup, mais il est encore en vie.
Parce que tout a planté. En crypto, là, depuis le mois de novembre, dites-vous que tout a planté entre 50 et 75 à 80%. Donc, c'est pour ça que j'ai une autre stratégie maintenant d'aller vers ailleurs, que je vais vous présenter un projet tantôt. Donc, le greenwashing, il faut arrêter. Là. OK, oui, il faut que je sois vert, m'investir ailleurs. Mais non, c'est de la foutaise. Il y a un coût. On a besoin d'une autoroute. Une autoroute, un ou une autoroute, c'est plus. Je ne sais pas. Mais en tout cas, il faut arrêter de capoter. Hey, Stephen Harper, lui, c'est pas une belle-mère. Hein? C'est le beau-père, le grand-parent, le sorcier. Tu sais, il n'est plus en politique, mais lui, il veut toujours choisir c'est qui le futur chef. Hein? Il a toujours son mot à dire. Il n'est même pas une belle-mère, il est là. Hein? Et lui, il n'aime pas Jean Charest. Fait qu'il a décidé qu'il était pour bloquer Jean Charest. Lui, il veut un vrai conservateur. Mais tu sais, Stephen Harper était un conservateur modéré dans l'optique d'aujourd'hui. Là, okay? Il était quand même un bon premier ministre. Mais là, lui, il n'est plus en politique. C'est lui qui choisit. Il est comme assis, là, puis il dit ouais, non, pas toi. Ouais. Toi, hein? C'est pas de tes affaires, Stephen Harper. T'as juste un vote comme tout le monde. Hein? Mais bon, hein? On a une drôle de politique. Hier, j'ai échangé avec un gars qui est de Québec solidaire, donc qui est de gauche, et moi qui étais de droite avant. Mais j'ai toujours été de droite centrique, là, pas mal au centre. Là. Tu sais, j'aime pas, je suis pas un socialiste, j'aime pas le capitalisme extrême. On a besoin d'utiliser l'argent qu'on fait pour avoir des systèmes sociaux, donc je me considère au centre, mais je me considère surtout orphelin en ce moment. Il n'y a pas de parti politique qui me rejoint. La CAQ, un peu, mais j'aime pas la façon qu'on gère l'argent là-bas. Hein? J'aime pas la façon que Fitzgibbon, surtout, gère l'économie. Et l'économie, ben, c'est ma passion. Donc, j'ai de la misère à appuyer, mais je regarde les autres. Donc, je me trouve orphelin en ce moment, autant au Canada qu'au provincial. Au municipal, moi, on vous le dit tout de suite, je suis abandonné. Je suis un enfant abandonné. C'est comme les enfants qu'on laissait aux crèches quand on était jeune. Ben, pas quand on était jeune. Hein? Dans le temps des années 50 puis 30, là, tu n'as pas un enfant, tu allais le porter à la crèche. La crèche, c'est un drôle de nom, ça. Ouais, fait que ben, Stephen Harper veut choisir un vrai conservateur. C'est lui qui veut donner son mot. Il n'aime pas Jean Charest, fait qu'il va essayer de le bloquer. Moi, éliminer mes chakras. On les enligne-tu, nos chakras? José va me corriger encore. C'est la brume à la barbe à papa. Ça sent bon. Ça sent bon. Vous avez remarqué dans votre épicerie qu'il n'y a pas beaucoup de céréales Kellogg, hein? Puis les popcorn aussi, puis les chips. Hein? Il y a des grosses batailles. Kellogg, bon, j'en ai parlé, puis je vais en parler souvent parce que les syndicats, des fois, ont une vision à court terme. Hein? Ils ont serré à vis au maximum pour avoir le plus d'argent avec Kellogg, puis un bras de fer, puis Kellogg a plié. Mais ça fait 2 mois que c'est réglé et les céréales sont toujours pas revenus. En même temps, c'est un jeu dangereux. C'est un jeu très, très, très dangereux que Kellogg a joué. Les syndicats ont joué parce que je regardais les statistiques. Et c'est entre 2 et 10% de diminution par trimestre de la consommation des céréales. C'est énorme. C'est énorme. C'est sûr qu'on en a encore beaucoup sur nos tablettes, mais les gens consomment moins de lait et moins de céréales. Pourquoi? Ben parce qu'il y a beaucoup de carbs. Des carbs, c'est des carbs. Hein? Dans le fond, tu as... J'ai comme un blanc, j'essaie de le remplir pendant que mon cerveau computait ce que je devais vous dire. Tu as le choix entre du gras ou des carbs. C'est du sucre. Okay? Dans le fond, ça se transforme tout en sucre. C'est ça qu'il faut retenir à la fin. Et ben, les tablettes sont vides en ce moment parce que la chaîne, avant qu'elle reparte, puis là, la chaîne, elle dit « Oups, OK, on est prêt à les livrer. » Boum, problème de transport. Donc, c'est un danger. Pendant ce temps-là,
ça donne la place à d'autres manufacturiers. Hein? Je disais dans la presse ce matin, la fourmi atomique, je ne les connais pas. J'en mange pas de céréales. J'en achète à l'occasion pour Gaël, puis après ça, j'y mange comme des biscuits. Une fois de temps en temps, là, quand j'ai un petit rush de sucre, parce que j'en prends pas beaucoup de sucre, mais j'ai un petit rush une fois de temps en temps. Mais les fourmis atomiques ont eu de la place sur les tablettes en attendant, bien entendu. Ça fait 18 ans que ça existe. Quand je vous parle qu'une entreprise, ça prend du temps, hein? Bien là, elle a 18 ans, cette entreprise-là. Et nous autres ici, on en profite. Hein? J'ai contacté hier, on est déjà dans les Maxi, dans toutes les Loblaws, des Provigo et dans tous les GA. Et bon, mon fils est allé faire l'épicerie. L'entrepreneur en moi a vu des tablettes vides. J'étais un peu, parce qu'on est un compétiteur de... Frito-Lay est le plus grand vendeur de chips et de popcorn au monde. Les chips les plus... Je pense que c'est Frito-Lay. Non, le popcorn. Popcorn. Frito-Lay. Percentage. On va regarder si c'est bon. Je pense que c'était 54% qui contrôlent. Ils ont plus de 50% du marché mondial du popcorn. C'est énorme. Donc, on en fait un comme au cinéma. Et là, Maxi nous a envoyé une demande hier. Dans 23 Maxi, il va y avoir nos chaudières de popcorn. C'est une opportunité. Hein? Après ça, ça dépend de vous. Si vous le voulez, vous le demandez, ben, ça va rester là tout simplement si vous le consommez. Mais tu sais, moi, je n'ai pas les moyens, puis les autres, avoir de l'espace tablette, je n'ai pas les moyens de payer ça. Là. On est des petites entreprises et il faut profiter de ces moments-là de faiblesse de d'autres entreprises pour essayer de se positionner. Et il faut toujours faire attention. C'est pas toujours David contre Goliath. Hein? Parce que David contre Goliath, c'est toujours comme le petit ne peut pas aller se battre. Moi, je ne peux pas aller me battre contre Pepsi, ce qui est faux. Hein? Faut que je regarde. Et toutes les entreprises, ce que je dis là, c'est bon pour toutes les entreprises parce que toutes les entreprises doivent regarder. Le gros a des faiblesses. Les grosses entreprises, c'est pas parce qu'ils dominent qu'ils n'ont pas de faiblesse. Hein? Ils ont la flexibilité qu'ils n'ont pas, que les petites entreprises ont. Donc, les petites entreprises comme la mienne doivent dire, OK, qu'est-ce que je peux faire? Il est où mon terrain de jeu? À quel moment que je peux me faufiler pour peut-être y arracher quelques parts de marché? On s'entend, c'est des microscopiques parts de marché. Mais on ne sait jamais jusqu'où ça va aller. Que ce soit pour moi, que ce soit pour Bad Monkey qui va peut-être rentrer plus de popcorn, que ce soit pour la fourmi atomique, comme il parle dans le cas des céréales, puis nommer les autres entreprises. Chaque faiblesse d'un concurrent renforce un autre concurrent. C'est toujours comme ça. Le capitalisme et les tablettes ont horreur du vide. Il n'y a aucun magasin qui va maintenir ces tablettes vides. Là. Il va y remplir de quelque chose d'autre. Et après ça, peut-être que la multinationale va perdre des parts de marché. C'est la vie. Quand je me suis lancé dans le centre d'appel en 2004, on a dit oui à un concurrent qui a dit non. Plusieurs années plus tard, on l'a acheté, ce concurrent-là. Nous autres, on a monté jusqu'à 2600 employés, tout simplement parce qu'il y a un fournisseur qui avait dit non à Fido. Et Fido était mal pris, servirait de bord. Toi, tu peux-tu le faire? On n'était même pas en affaires. Et on est devenu un des plus grands centres d'appel au Canada. Il ne faut jamais oublier comment naît une entreprise et comment il faut être flexible. Quand j'entends, je ne peux pas me battre contre David, contre Goliath. Oui, mais ça prend du temps. Comme là, en ce moment, je me bats contre Paul Arcand. Hein? Fait que je me lève avant lui pour être prêt avant lui, pour que Paul m'écoute et me cite dans son émission. Moi, si Paul Arcand me cite à un moment donné dans son émission, là, je suis gros dur. Il est déjà Sébastien Diaz dans... On va se le dire, des fois, il me cite. Fait que, tu sais, quand on commence à me citer, moi, après ça, je peux me coucher tôt. Je me dis, ma journée est faite. Ma journée est faite. Connaissez-vous l'indice Big Mac? Je vous amène. L'indice Big Mac, le dollar canadien traîne la patte un peu, puis je vous l'ai déjà montré. Bon, ça va changer. Bon, ici. Là, il remonte un peu, mais pourtant, avec l'augmentation du pétrole qui est dans le tapis, le dollar canadien devrait être encore plus élevé que ça. Mais malgré le fait qu'on vend plus de pétrole, il y a moins de demandes d'investissement. Donc, s'il y a moins d'investissement, souvent les investissements vont venir
de l'étranger, il y a moins de demandes pour notre dollar. Donc, même si le pétrole monte beaucoup, ça reste du pétrole vendu à l'intérieur du pays. Donc, il n'y a pas de demande pour le dollar canadien supplémentaire. On s'échange une pièce entre nous. Pour faire augmenter le dollar canadien, ça prend une demande extérieure. C'est toujours un flux d'offres et de demandes. Donc, il y a l'indice Big Mac qui calcule ça justement par rapport, ils prennent le Big Mac à travers le monde et regardez le Canada. Hein? Donc, le Canada, par rapport à ça, et on peut le voir en ce moment par rapport à la devise américaine. Et pourquoi que le dollar canadien traîne la patte? Parce qu'on s'attend à une augmentation plus grande des taux d'intérêt aux États-Unis. Tout simplement ça. Donc, il y a moins de demandes, l'argent va aller plus vers les États-Unis. On va aller placer notre argent à 0,5 % au lieu d'être 0,25 ici. On s'entend, c'est un sac de peanuts. Là. Je vais vous montrer où placer de la vraie argent. C'est risqué par contre. Tout ce que je veux vous montrer ne sont pas des recommandations. C'est des choses que je fais pour battre l'inflation. Le but cette année, c'est de battre l'inflation qui est à 7 % et plus. Bien, vous voyez, regardez, le dollar canadien traîne la patte de 8,4 %. Il devrait être 8,4 % plus élevé. En Switzerland, en Suisse, il est 20 % trop élevé. En ce moment, puis la Norvège. La Norvège, ça coûte tellement cher là-bas, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. C'est un beau pays, mais qui coûte cher. Tu ne vas pas en vacances comme ça, juste là-bas. Ça coûte vraiment cher. Eh bien, la Russie, hein, c'est inévitable. C'est inévitable ce qui se passe en Russie, puis ça va nous affecter globalement parce que la Russie produit beaucoup de céréales. Et c'est une belle occasion en ce moment pour les cultivateurs, même du Québec, hein, parce que produire des céréales au Québec, il reste que c'est très peu rentable. Je n'ai pas fait d'avoine l'année passée, je vais en faire cette année, et du tournesol. Mais il y a quelques années, quand j'en faisais, la tonne se vendait 125 $, 150 $ la tonne d'avoine. Bon, on le gardait pour nous autres. Là, il se vend à 375. Et avec l'augmentation, les sanctions contre la Russie un peu partout, ben, la Russie, qui est un grand exportateur, ben là, ça donne un push parce que le Canada exporte beaucoup de céréales aussi. Si on a un bel été, on va pouvoir en profiter. Et ça va faire une demande pour notre dollar canadien et ça va créer de l'emploi chez les cultivateurs. Sauf que Monsanto, où on achète nos grains la plupart du temps, augmente les prix des denrées pour les cultivateurs. Donc, c'est rare que les cultivateurs en profitent réellement, mais un peu plus quand même, hein, si tu as des bons rendements. Justin Trudeau a annoncé des sanctions. Pissou. Il est pissou. Non, mais c'est parce que il est vraiment pissou. C'est des sanctions. Bon, on va essayer de comprendre encore, là. Je vais vous l'expliquer. C'est bien, dans la presse, il l'expliquait comme moi je vous l'expliquais hier. Donc, dans l'Ukraine, il y a 2 régions que je n'ai même pas le goût de retenir le nom, je suis jamais incapable de les prononcer. Okay? Mais mettons que pour les besoins de la cause, c'est comme si c'était la Russie et le Canada, okay? Et le Québec est devenu un pays. Mais en étant un pays, 10 ans plus tard, le Lac-Saint-Jean et la Gaspésie veulent retourner dans le Canada. Voyez ça à peu près comme ça, puis Vladimir Poutine dirait, ben écoute, ça m'appartient. C'est à moi, ça, le Lac-Saint-Jean et la Gaspésie. Donc, il décide de débarquer là-bas. Et là, hein, Justin Trudeau a décidé de dire, on ne veut pas avoir de tout ce qui va sortir, parce que c'est la Gaspésie et le Lac-Saint-Jean ont décidé de se coller, ils sont pro-russes, donc ils se sont collés à Justin. Fait que c'est la réponse à ça internationalement. Donc revenons à ce qui se passe en Ukraine. Justin Trudeau dit, ben, tout ce qui va se passer dans ces pays-là, là, les échanges, on ne fera pas d'échange au Canada. Ben, c'est comme si le Canada achetait rien du Lac-Saint-Jean, puis on fait des sanctions qui servent à rien, là. Tu veux vraiment avoir... Si tu as des couilles, là, Justin Trudeau, là, OK? Tu dis, écoute, il n'y a plus rien qui se passe avec la Russie. Point final. That's it. Pas une petite région d'un petit village dans un coin perdu de l'Ukraine qu'on n'a même pas de deal encore avec, là. Ou très peu, là. On achète quoi, là? T'sais? Réellement, probablement rien. Donc, c'est pas des vraies sanctions, là. Tu fais ton fanfaron pour dire, hey, moi aussi, il faut que j'en fasse. Tu vas tous les pays faire des sanctions. Tu dis, hey, moi aussi, il faut que j'en fasse. C'est important. Mais il faut toujours marcher sur des œufs avec Poutine.
Donc, des sanctions qui valent absolument rien encore. Hein? Ah, mais c'est ça. On a voté pour lui. On a voté pour lui parce que ce qu'on nous a offert tant qu'au pire. C'est ça. Hey, l'écriture inclusive, des sociologues de l'Université de Montréal ont dit de faire attention à l'écriture inclusive parce que techniquement, dans tous les textes, maintenant, il faudrait écrire François est gentil, gentille. Il a déjà été roux, rousse. Vous savez que depuis quelques années, il est auteur-autrice. Mais elle, hein? François, Françoise. Hey, vous connaissez le Ponzi scheme, hein? Ponzi, c'est tout le temps, c'est un scheme qu'on voit souvent en crypto, mais qu'on a vu régulièrement dans des entreprises, c'est pyramidal. Hein? Ça prend de plus en plus de monde pour payer ceux qui sont en haut. Mais c'est un peu ça, les sociologues. Hein? Tu sais, tu fais quoi quand tu étudies comme sociologue? Tu étudies sociologue pour devenir professeur éventuellement de sociologie à des étudiants qui vont devenir des professeurs de sociologie. Fait que tant que c'est un peu comme un Ponzi scheme, être sociologue. Tant que tu as des étudiants qui s'inscrivent en sociologie, tu as ta job de garder. Donc, tu es mieux de former des étudiants en sociologie pour qu'il y en ait qui viennent profs, éventuellement, pour que tu puisses réenseigner. Et voilà, ça tourne en rond. Ça me fait rire. Tu sais. L'usage inclusif. À un moment donné, là, il ne faut pas aller trop loin non plus. Là, tu sais. Ce serait illisible d'avoir un texte complètement inclusif. Tu sais, soyons exclusifs une fois de temps en temps, mais c'est à un moment donné. Là. À un moment donné. Hey, le poulet aux États-Unis. Vous savez, ici, on a une gestion de l'offre. La gestion de l'offre, c'est le gouvernement qui s'organise ensemble pour fourrer tous les consommateurs. Parce que c'est à peu près ça. Hein? Autant dans le lait, il faut se le dire. Là. Hein? C'est les familles pauvres qui payent en majorité. Pourquoi? Parce que c'est ça. Non, mais c'est souvent la classe moyenne et plus pauvre qui font le prix parce que leur pouvoir d'achat n'est pas aussi grand que les familles riches, tout simplement. Donc, on tient artificiellement des prix élevés. On met des barrières entre les pays, puis on maintient des prix élevés. Le poulet, c'est pour ça, c'est comme ça. Le lait, c'est comme ça, puis il y en a un paquet d'autres domaines où on a de la gestion de l'offre. Il y avait ça aussi dans le blé. Hein? La Commission canadienne du blé, ça n'existe plus maintenant. La commission existe encore, mais il n'y a plus de quotas dans le blé. Là, aux États-Unis, donc, quand c'est le gouvernement qui organise comme ça, on n'a pas un esti de mot à dire. Je profite pour lâcher un petit sac. Des fois, un petit sac bien placé exprime bien la volonté du texte que je vais, de l'édito que j'ai le coup de vous faire. Donc, le gouvernement met ça en place. On est toujours en train de se chicaner mondialement pour maintenir ça, parce que tout le temps, quelqu'un dit hein? Et à la fin, on paye plus cher comme consommateur pour maintenir une industrie en vie de façon artificielle. Est-ce que cette industrie-là fait tout pour s'améliorer? La réponse est non. Ils ont des prix garantis. Quand tu es obligé de t'améliorer, regardez comme Pepsi, hein? Et Frito-Lay, puis toutes les chips qui ne sont pas sur les tablettes. Bien, la réponse de Maxi et Loblaws, elle dit, va faire tes devoirs. Nous, on refuse d'augmenter tes prix. Donc, Frito-Lay dit, ben non, nous autres, on ne peut pas, on a des marges. Ben oui, mais tu viens de donner une augmentation de salaire à tes employés à 20 %. C'est pas au consommateur à payer ça. Est-ce que ta chaîne d'approvisionnement est parfaite? Regardez Coca-Cola, depuis des années, la seule chose qu'ils pensent à faire, c'est améliorer leur productivité. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas augmenter les coûts de façon infinie. Revenons au poulet. Hein? Donc, le gouvernement a une gestion de l'offre. Le lait, c'est la même chose. On met une gestion de l'offre. Comme consommateur, on subventionne ça à chaque achat pour payer un petit peu plus cher. Bon, ça permet aux cultivateurs d'en vivre. Tant qu'il y a une demande, ça marche. Aux États-Unis, il n'y a pas de gestion de l'offre. Donc, il y a une dizaine de producteurs majeurs avec des transformateurs qui se sont parlés ensemble autour d'un scotch. Y a-tu ça ici, du scotch, moi? Bon, mettons, c'est du chalumeau à la mèche, là, mais mettons, c'est un scotch. Ouais, toi, t'augmenteras-tu le prix à 10 cents? Ouais, moi aussi, je vais augmenter le prix à 10 cents. OK, on s'entend dessus. Ouais, parfait. Fait que là, ils sortent par différentes portes pour pas montrer qu'ils étaient ensemble dans le lounge, hein?
Et là, le gouvernement les poursuit. Il dit, vous vous êtes arrangés ensemble. Hein? C'est quand même spécial, hein? Parce que ça, on appelle ça un cartel, une collusion, alors que c'est la même affaire, quand c'est le gouvernement qui le fait. Donc, quand c'est le gouvernement qui ne le fait pas, il a le droit de poursuivre. Nous, comme consommateurs, est-ce qu'on aurait le droit de poursuivre? Pourquoi le gouvernement aurait le droit? Pourquoi c'est deux poids, deux mesures? Si le gouvernement a le droit de poursuivre les collusions et le cartel, pourquoi nous autres, comme consommateurs, on n'aurait pas le droit de poursuivre le gouvernement pour briser la gestion de l'offre, disant que c'est arrangé et on paye trop cher? Me semble, dans un système de justice normal, si ça marche pour un, ça marche pour l'autre. Pensez-y. Non, mais c'est sérieux, là. On ne peut pas avoir un système de deux poids, deux mesures. Le gouvernement fait ses règles, et du moins, ben parfait, moi j'ai le droit. Hein? Mais bon, qui va aller se battre contre ça devant les tribunaux, là? T'sais? Hey, dans l'insolite. C'est comme un changement de sujet, ça. Papou, papou, pipi, papou, pipou, papou, papou, pipi. Quand tu fais du djembé, c'est ça que tu apprends. Pipi, 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 papapou. Quelque chose comme ça. Ça veut dire on change de tune. Il y a un site que je suis, le World of Statistics sur Twitter, qui est toujours intéressant. Et là, il y avait le premier sujet, j'avais le goût de vous parler d'insolite, c'est qu'il y a 4 pays qui n'ont jamais vu la neige depuis toujours. Et là, ils se sont trompés, il s'est fait ramasser le site. Il y avait le Venezuela. Mais là, le monde a monté, il y a des monts au Venezuela qui ont la neige éternelle. Donc, c'était pas vrai. Mais il y a le Vanuatu, Fidji et Tuvalu, ils n'ont jamais de neige, eux autres. Même Dubaï, il y a eu de la neige l'autre jour. Morocco aussi. Donc, il y a 3 pays dans le monde qui n'ont jamais vu de neige. Le Vanuatu, Fidji, Tuvalu. Ça a l'air d'être dans le Pacifique Sud, ça. Hein? Près de l'Australie, je pense. Un jour, je vais aller visiter ça. Je vais aller faire Survivor là-bas. C'est tout le temps là-bas. Ça va recommencer bientôt, Survivor. Mais j'ai trouvé une autre statistique intéressante. J'ai dit, bon, celle-là n'était pas bonne parce que c'était pas 4, c'est 3. Mais, vous savez que la journée où il y a moins de bébés naissants, c'est quand? Alors, François, quelle est la réponse? Hein? C'était Géopardy, hein, avec Réal Giguère. J'ai déjà essayé de participer à ça. C'était ma première tentative de télé. Hein? J'avais fait 3 rondes de qualification. Je n'avais pas réussi à la 4e. Donc, je n'étais pas assez brillant. Hein? C'est le samedi que le moins d'enfants qui naissent. D'après moi, il y avait des jokes sur Twitter un peu bon oncle. Les femmes se serrent les cuisses. Serre-toi les cuisses jusqu'au lundi. Non, mais probablement que c'est à cause des césariennes. Hein? Donc, ils te retiennent jusqu'au lundi. Peut-être, là, mais le moins de naissance, c'est le samedi. Hein? C'est ici que vous l'avez appris. C'est ici que vous l'avez appris. Appris. Hey, regardez, je vais vous montrer comment battre l'inflation. Là, ce n'est pas des recommandations. Je n'ai pas le droit de faire des recommandations. Mais je vous montre ça ici. Et puisque je ne fais plus de direct en crypto, je vous montre où j'ai commencé à placer de l'argent cette année. Regardez le taux d'intérêt ici de 19,23% sur du UST. OK? Quand même, si vous êtes déjà familier en crypto, vous savez comment probablement rentrer votre argent. Parce que ce n'est pas évident. Rentrer votre argent en crypto, il faut que tu partes de ta banque. La plupart des banques n'acceptent pas les transferts vers la crypto-monnaie. Moi, je suis avec Binance et NDAX. Donc, c'est des centrales de données. Et c'est compliqué de rentrer de l'argent. Un coup, tu es capable, que tu l'as trouvé, tu peux acheter après ça du UST. Du UST qui est du dollar dans le réseau Luna. Je perds peut-être beaucoup de monde, là, mais vous ferez vos propres recherches si ça vous intéresse un jour de rentrer tranquillement sans avoir tous les risques potentiels. Il y a beaucoup de risques en crypto. Il y a le risque de se faire voler tes données. Et c'est la première chose à regarder. Mais un coup que tu as compris ça, comment te sécuriser. Il y a plusieurs étapes à faire. Mais puisque la crypto vient de plus en plus dans notre monde et le day trading reste quelque chose d'extrêmement risqué qui n'a pas été payant en 2021.
Il y a beaucoup de gens qui ont arrêté de faire ça. Et il y a un transfert d'argent, beaucoup, vers la crypto. J'ai été en crypto depuis le mois d'août. J'ai trouvé beaucoup de fraude, trouvé beaucoup de choses qui n'étaient pas tellement belles à voir. Et à tous les jours, il y en a. À tous les jours, il y en a. Mais ma stratégie, maintenant que j'ai fait le tour du terrain, et j'ai bien vu que tu ne peux pas être millionnaire. Et donc, ceux qui se disent millionnaires de la crypto, là, j'ai acheté ça, moi je suis millionnaire. Pas vrai. C'est pas vrai. Bien, regardez ici, est-ce que ça va se maintenir à vie? 19,23 %. C'est vraiment un taux d'intérêt sur du dollar américain. Donc, tu prends ton dollar canadien, tu fais un taux de passe-passe un peu complexe pour te rentrer l'argent dans le réseau Terra, qui s'appelle. Dans le réseau Terra, il y a une plateforme qui s'appelle Anchor. Et rendu là, tu peux déposer ton dollar constant, et qui est le UST, et faire du 19,23 % d'intérêt, ce qui est quand même pas rien, même qui est très intéressant. Cette plateforme-là, elle a presque 12 milliards de placés en ce moment, donc c'est très, très gros. Et c'est une alternative pour battre l'inflation. Maintenant, je comprends très bien que ce n'est pas pour tout le monde d'aller là, mais faire du 20 %, à quel moment dans la vie que faire du 20 %, c'était pas bon? Hein? C'est excellent. L'année passée, en bourse, avec mes placements, avec le groupe de la Banque Royale, ceux qui gèrent la plupart de mes placements, on a eu du 19,54 %. Ils ont été obligés de prendre des risques, ils ont été obligés de travailler très, très fort pour ça. Ici, sans trop travailler, tu as du 19,23 %. Admettons que ça tombait à du 12 %, c'est encore excellent. Le but est de battre l'inflation. Et du 12 %, c'est énorme. Hein? Normalement, à la bourse, on va viser du 8 %. Les marchés sur 10 ans, là, tu places ton argent à tous les mois dans un indice basé sur le S&P 500 ou n'importe quel indice, tu vas faire du 8 % après 10 ans. C'est à peu près ça si tu n'essayes pas de comprendre. Une fois par mois, tu mets un peu d'argent, tu ne regardes pas la date, toujours la même date, puis bingo, tu vas faire du 8 %, ce qui est excellent. Ici, bon, c'est nouveau. Ça fait quand même quelques années que c'est là. Mais ça reste risqué. Mais si vous êtes prêt à vivre avec une partie du risque, au moins, tu n'as pas le risque de fluctuation du UST. Donc, je voulais vous le montrer. Je vais vous le montrer une fois par jour. Ben, vous pouvez sauter sur ce chapitre-là si ça ne vous intéresse pas ou c'est trop complexe. Mais une fois par jour, je vais faire le 2-3 minutes crypto pour vous montrer différentes alternatives pour placer de l'argent à risque moindre, bien entendu. Et ce n'est pas une recommandation. C'est très complexe réussir à rentrer l'argent jusque-là. Mais une fois que c'est fait, ben, c'est intéressant à voir. Le retour au bureau, on termine là-dessus. Le retour au bureau. On rentre au bureau. Là, il y a des Américains qui ont fait comme no F way, moi je rentre pas au bureau. Hein? Mais moi, dehors, ça te tente. No way que je vais retourner vivre au bureau. Et ça cause des bureaux vides. Les transports en commun sont à peine à 30-40 % d'utilisation. Et on le vit la même chose. Et on l'a vu, le gouvernement Trudeau vient de donner 750 millions aux différentes sociétés de transport au Canada pour les aider à passer à travers la crise. Come on, OK? On ne reviendra pas avant. C'est pas d'aider. Ce qu'il faut faire, c'est pas de l'austérité, c'est de la gestion. Hein? Les gens ne veulent pas retourner au travail 5 jours par semaine. On n'a plus besoin de se présenter au travail 5 jours par semaine. À moins, bien entendu, quand tu travailles dans une usine. Chez moi, on est obligé de se présenter au travail. Mais regardez, j'ai Maxime, j'ai Kim. Je ne les vois pas. Ils travaillent de la maison. Marilyn travaille de la maison. Moi, je travaille de la maison. Mais le reste de l'usine, bien entendu, si on fait du popcorn, des produits, du beurre d'érable, on a besoin d'avoir des gens sur place. Il y a des gens qui doivent y aller. Mais pour les employés de bureau, donc ce qui se passe aux États-Unis, puis même ici, encore, j'écoutais hier le président de la Chambre de Montréal, Michel Leblanc, qui parlait qu'on va retourner au bureau. On ne retournera pas comme avant. Il n'y a pas de raison de parquer des gens dans un cubicule comme des je me dit comme des porcs, mais ça a mal sorti, comme des animaux dans leur petite stall. On essaie de tromper. Tu sais, il y a le bien-être animal qu'on n'arrête pas de parler. Il y a ICANN qui est sur le dos de McDonald's pour dire non, il faut que tu changes ta chaîne d'approvisionnement. On a changé les poules en liberté. On est en train de dire aux vaches qui doivent le bien-être animal, les vaches doivent être en liberté. Et pendant ce temps-là, on veut s'obstiner encore à rentrer des gens dans des cubicules 4x4 pour qu'ils viennent travailler. Ben non, on est ailleurs maintenant. Et c'est ça, le retour au bureau va se faire de façon hybride, va se faire de façon différente. Nous autres ici, on veut la liberté pour les humains. Hein? Il va y avoir bientôt des pancartes.
Liberté pour les humains. On veut plus travailler dans des 4x4. Bon, on va travailler le slogan un peu, là. Mais voyez où je m'en vais, là. Puis où je m'en vais où? Ben, je m'en vais vous souhaiter une bonne journée. Merci d'être là. Hein? Merci d'être là tous les jours. C'est toujours apprécié. N'oubliez pas de faire un like. Toujours battre l'algorithme de YouTube. Hier, vous avez bien travaillé. Je vais vous donner 5 étoiles dans votre bulletin. Et merci d'être là. Merci, merci. N'oubliez pas, françoislambert.one, c'est le temps des sucres qui approche à grands pas. Venez voir nos produits. On a tout ce qu'il faut pour vous faire plaisir et vous faire rêver.